Salut tout le monde, c'est Damien Bancal, alors comment ça va? Ça y est, la nouvelle cyber-émission c'est pour aujourd'hui sur Twitch, YouTube aussi. Venez jeter un œil aussi sur zatas.com, vous allez voir, on va découvrir pas mal d'actualités. Et comme depuis quelques semaines, vous l'avez demandé, des interviews. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois, on a une énorme chance. On va aller regarder du côté de chez Intel. Merci Intel d'avoir choisi Zatas d'ailleurs, eh bien pour être ambassadeur et donc du coup pour parler de tous ces petits secrets qu'on n'a pas obligatoirement devant les yeux ou dans les mains. Et donc du coup, quel est le meilleur moyen d'aller regarder les petits secrets, d'autant plus chez Intel? Eh bien, c'est de faire appel à des professionnels. Et là, aujourd'hui, les amis, on a une énorme chance. On rencontre Thomas Kropkin. Alors, Thomas, je vais être très honnête avec vous, il a énormément de travail, mais là, il nous offre allez, 30, voire même beaucoup plus de minutes de son temps de travail pour nous parler de lui, de son métier, mais aussi de tout cet environnement sécuritaire mis en place par exemple par Intel. Mais avant tout ça, vous savez que nous on est des humains avant tout et on aime parler à l'humain. Et salut Thomas, merci de m'avoir invité chez toi. Très joli d'ailleurs. Et merci de venir dans la cyber-émission pour parler justement cybersécurité, mais aussi tout cet environnement technologique. Mais avant de commencer par tout ça, présente-toi un petit peu. Qui est Thomas aujourd'hui sur la Zatas émission? Oui, bonjour Damien. En fait, en tant qu'expert VPRO, je m'occupe chez Intel de la promotion de cette techno en termes d'usage, mais aussi au niveau de la technique en elle-même. Mon rôle, c'est de faire monter en compétences et de les aider à l'adoption d'Intel VPRO, le monde des clients finaux d'Intel, donc les sociétés, les PME, les PMI, PME et grands comptes, les partenaires intégrateurs et les constructeurs de PC. Voilà, donc j'évolue dans ce microcosme IT avec des DSI, avec des RSSI, des responsables de parc informatique, des admins, et puis bien évidemment aussi tous ceux qui s'occupent de l'aide à l'adoption de ces technologies auprès de leurs utilisateurs qui sont donc du coup des collaborateurs. Alors, ce qui est Cette intéressant. techno, Oh, pardon, ouais. vas-y, j'ai déjà tellement de questions, mais vas-y. Non, mais- Donc, cette techno, juste pour recadrer un petit peu où elle s'applique, où est-ce qu'on la trouve et à qui elle est destinée, je dirais que bien évidemment, Intel vPro, c'est une techno dédiée aux PC d'entreprise, mais pas que les PC ou tout type de PC. C'est-à-dire, ça peut être des PC des collaborateurs, bien évidemment, c'est ça qu'on a en première idée, mais aussi des PC d'affichage. Par exemple, tu peux avoir dans les aéroports, les gares ou dans la rue même des PC, des mini-PC pour le coup, des mini-PC d'affichage. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier tous les PC industriels. Donc, les PC industriels qui sont sur des chaînes, soit dans la logistique, soit dans l'entreprise. Voilà, des chaînes qui sont commandées par justement des unités et donc des PC, des all-in-one, des mini-PC, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour recadrer un petit peu exactement où est-ce qu'on peut trouver tout ce type, toute cette technologie-là et ces différents PC. Alors là, on va le voir dans quelques instants. Tu vas nous faire deux démos. Tu vas nous présenter justement comment ces technologies peuvent nous protéger, nous, dans les entreprises. Ça, c'est un peu que indispensable aujourd'hui. Quelques exemples là des dernières actualités nous montrent que ces protections, en plus, secondées par l'intelligence artificielle, secondées par des technologies rapides, efficaces, peuvent bloquer aujourd'hui ces fameux ransomware, ces rançongiciels, ces fameux logiciels qui prennent en otage les entreprises. Bon, alors juste en aparté, on a beaucoup parlé dernièrement de Logbit, ce fameux groupe de pirates informatiques loin d'être agréable, soyons très clairs. Bon, vous le savez, Zatas le suit depuis très longtemps et on l'a eu là dernièrement en communication. Alors, nous, on va s'en féliciter. Il ne peut plus bosser correctement, vu qu'il vit en ce moment, semble-t-il, des troubles sur le lieu où il vit, mais surtout sur l'aspect numérique. Il nous a expliqué clairement qu'il n'avait plus de blog parce que des gens avaient lancé des DDoS, des cyberattaques à l'encontre de son infrastructure. On ne va pas s'en plaindre, mais donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que son infrastructure, elle, criminelle, les infrastructures d'entreprises licites ont besoin de technologies pour les protéger face à ces ransomware, par exemple. On pourrait parler d'EDOS, on pourrait parler de pas mal de choses. Tu as des exemples, par exemple, concrets de terrain, parce que ça, c'est intéressant de voir que, on a du super matériel, on a des chipsets, on a le cœur de ces bécanes qui sont super pointues, super précises, on a l'intelligence artificielle. Oui, mais ok, ça marche comment? Et surtout, des cas concrets. Est-ce que tu peux nous en proposer, là, nous expliquer un petit peu? Oui,
Et effectivement, une des grandes tendances là actuellement, c'est d'essayer au niveau de mon parc informatique, donc de toutes ces unités, hein, dont on a parlé tout à l'heure, d'avoir une protection simple, simple, packagée et complète. Voilà, parce que il y a une multitude de produits, une multitude de matériel hardware. La sécurité, c'est lié au réseau, c'est lié au PC en lui-même. Donc c'est très très complexe. Et la grande tendance, c'est de pouvoir trouver une technologie ou d'utiliser une technologie nativement incluse dans toutes ces unités. Donc pour moi, je vais parler d'unités pour traduire en fait de l'anglais devices, donc tous les PC. Et toutes ces unités, en fait, elles sont nativement protégées par Intel vPro. Et la grande tendance, c'est de bien comprendre à quoi ça sert, cette notion de multicouche, une couche hardware. Donc ça, on va l'expliquer un petit peu après. Et tout simplement de pouvoir ainsi avoir confiance. La grande tendance, je pense, c'est d'essayer d'avoir une offre complète, packagée, d'avoir confiance et de prendre en compte à nouveau, parce que ça a été, ça l'était voilà, il y a 10-15 ans, et maintenant je pense que c'est un retour à la prise de conscience de la sécurité par le matériel. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à noter. Justement, la protection matérielle, la protection humaine aussi, hein. N'oubliez pas de former vos équipes, sinon ça sert strictement à rien. Mais justement, cette protection matérielle, un cas concret. Est-ce que tu as un cas concret d'entreprise qui, eh bien, a ce matériel, voilà, et l'utilisateur, il est devant son clavier, il est devant son écran, il ne sait pas que ce matériel est en train de, eh bien, lui avoir mis des murs, des murailles, comme un château fort, imaginons le château fort, eh bien, ce château fort, il ne le voit pas, donc du coup, ça lui facilite la vie, ça lui facilite donc le travail. Tu as un exemple concret, voire même plusieurs, si tu as? Oui, donc on a un exemple concret d'un client qui est un groupe, une PME française, notamment dans l'industrie. Donc l'industrie, par exemple, de tout ce qui est, eux, ce qu'ils font, c'est des structures métalliques, hein. Et donc, ils ont voulu protéger, bien évidemment, leur chaîne industrielle. Donc, ils utilisent pour le besoin de cotation, le besoin de savoir exactement ce que fait chaque ouvrier sur le banc technique. Ils ont besoin d'avoir un ordinateur et la sécurisation de ces PC au niveau industriel leur apporte un plus parce que elle vient en complément de la sécurisation en fait des postes des collaborateurs. Donc tout est sécurisé en bas niveau sur cette couche matérielle Intel vPro de façon à pouvoir en fait tout simplement avoir la première brique posée dans tout leur système industriel et dans tous leurs ordinateurs. Par exemple, ici, c'est des all-in-one, tous les PC qui sont sur ces bancs industriels et sont donc protégés. Et cette sécurité, elle est managée au global via aussi après les outils Intel. Alors justement, merci de me tendre la perche. On en a parlé dans la première interview, justement, où les outils Intel font appel à beaucoup de partenaires. Et donc, du coup, si ça vous intéresse, allez revoir là, dans le descriptif, juste en dessous, eh bien, la première vidéo. Et là, vous allez voir comment, justement, Intel, eh bien, ne travaille pas seul. De toute façon, c'était d'ailleurs le message dans la première interview, hein. Travailler ensemble, c'est le meilleur moyen, clairement, de pouvoir se protéger. Et puis, voilà, hein, rendre ce numérique professionnel, mais aussi personnel, le plus safe quand même, hein, parce que, on va être très honnête, l'ambiance du moment est loin d'être une ambiance où on peut véritablement travailler dans le serein. Mais, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est mis en place avec Intel, c'est que la personne qui bosse est clairement dans la sérénité, voilà, parce que c'est simple, hein, on a l'informatique, on a l'intelligence qui est au fond du clavier, qui est clairement... voilà, moi, je peux travailler tranquillement, je peux faire mes vidéos, je peux faire mes articles. D'autres, justement, parlaient de l'industriel, et ça, c'est indispensable. D'ailleurs, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avait fait un rapport il n'y a pas très longtemps, justement, sur la sécurisation du monde industriel. C'est simple, hein. Imaginez, et souvenez-vous, il y a maintenant 3 ans, un ransomware encore avait attaqué une usine en France, une usine qui permettait de fabriquer des automobiles. Le ransomware avait tout bloqué et la partie industrielle avait été stoppée elle-même en mettant des gens au chômage technique. Donc voilà, c'est des choses qui, je pense, peuvent rassurer en se disant « Ah bah tiens, j'ai Intel avec tous les outils dont vPro qui sont en train de, moi, me sécuriser. » Ça déjà, on n'a plus qu'à former quasiment que les équipes, hein, quand on y pense. En leur disant maintenant, on va éviter de cliquer sur n'importe quoi ou d'aller visiter des choses qui n'ont pas été visitées. Donc du coup, justement, hein, ça permet de se sécuriser. Et tiens, on va en profiter là maintenant. Thomas, tu vas nous montrer une attaque crypto-malware. Voilà. Alors,
tu vas nous montrer ça, tu nous dis, tu vas nous lancer la vidéo et tu vas nous expliquer. Alors Thomas, tu vas nous montrer là, justement, eh bien, l'efficacité de ce qui est proposé, bloquer une attaque de crypto-malware. Alors, avant de lancer ta vidéo et ta démonstration, grosso modo, c'est quoi un crypto-malware? Alors, effectivement, un crypto-malware, c'est une attaque de pirates qui, en fait, veulent voler les ressources de ton CPU, en fait, faire tourner ton CPU. Et je rebondis sur le fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement, on voit que globalement, c'est le collaborateur, en fait, qui, malencontreusement, ou alors en voulant aider des personnes qu'il a, par exemple, au téléphone, ou même sur place, souvent aussi, eh bien, il veut faire des actions et il va effectivement cliquer, il va du coup être infecté. Alors maintenant, c'est pas forcément cliquer sur un lien sur une page, mais on va utiliser cette partie-là en fait pour simuler. C'est beaucoup plus complexe maintenant, mais en fait, le résultat est le même. Le collaborateur bienveillant qui a voulu soit aider, soit sinon curieux qui a cliqué sur deux, trois choses, se fait pirater et ensuite après, voilà, il malheureusement il a du coup il est en train d'être attaqué. Un crypto-malware, c'est donc dans le milieu des crypto-monnaies, on a ce qu'on appelle la blockchain. Et puis, quand on veut miner, donc c'est-à-dire créer, en fait, créer et obtenir du Bitcoin ou de la crypto-monnaie, donc c'est le mot de miner, on a besoin d'énormes capacités de calcul. Alors, qu'est-ce qu'on calcule? Eh bien, on calcule en fait un nombre premier, un énorme nombre premier. Donc, ce n'est pas les 3, 5, 7, 11, etc. Non, c'est des énormes nombres premiers. Et donc, on sait qu'il faut de la puissance CPU pour miner et calculer ce nombre premier. Ce nombre premier, il est insécable. Et donc, il définit, du coup, puisqu'on ne peut pas, il définit en fait une chaîne, une clé qui identifie celui qui fait le minage du Bitcoin et qui, du coup, quand il va miner du Bitcoin, il va en avoir, il va en créer. Enfin, c'est le Bitcoin, j'en parle de ça parce que c'est plus connu, mais c'est n'importe quelle crypto-monnaie. Et en fait, après, du coup, il va pouvoir, lui, se créer sa propre monnaie virtuelle. Alors, ce qui est Alors, intéressant, alors je me permets, c'est juste pour les personnes qui nous regardent. Peut-être qu'un jour, vous vous êtes dit, tiens, je vais visiter un site web. C'est souvent des sites malveillants, soyons très honnêtes, ou en tout cas illicites. Streaming illégal, casino très bizarre, bref. Et votre machine commence à ramer. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a, ma machine? Pourquoi elle commence à vouloir rendre l'âme? Tout simplement, vous avez un farmer, un crypto là derrière qui est en train de prendre toute la puissance de votre machine pour non pas vous donner l'argent, mais pour pouvoir le récupérer. Voilà, ça c'était pour ceux qui se disent, c'est peut-être pour ça que ma machine rame. Bref, maintenant Thomas, vas-y, je te laisse nous faire la démonstration exactement. de cette partie-là. Exactement. Donc, voilà, le concept, c'est ça coûte très, très cher en électricité de miner, de faire ce calcul. Et donc là, on va le faire chez les autres. Ils se disent les hackers. C'est pas très compliqué, surtout qu'en fait, l'énorme avantage d'un crypto, un malware, c'est que c'est un hack, on va dire, passif. Ça vole pas les données, ça détruit pas ta machine. Ça ne te déconnecte pas, ça n'usurpe pas ton identité. Donc, tout ce que ça fait, ça prend ton CPU. Et encore, maintenant, ils sont suffisamment intelligents pour savoir sur quel fuseau horaire ils sont et essayer de voir que je vais lancer ça le matin tôt, le midi à la pause déj, le soir. Donc, c'est de plus en plus neutre. Alors, pour lancer un petit peu cette démo, là, par exemple, je vais commencer à attaquer, en fait. Donc là, nous, on le simule à la main sur nos labs. Donc, c'est voilà, effectivement, l'utilisateur, le collaborateur a cliqué sur un lien et ça tout se fait automatiquement dans la mémoire vive, souvent du collaborateur. Donc là, en fait, on va lancer un crypto-malware à la main et c'est intéressant parce qu'on voit les différentes étapes. La partie violette, c'est, voilà, là, on commence à initier des communications et on commence à utiliser le CPU local de ton collaborateur. Donc, on est en train, effectivement, de miner du Bitcoin. Et là, ce qu'on voit, ici, voilà, on descend un petit peu la fenêtre. Et là, ce qu'on voit, effectivement, c'est que derrière, dans ton suivi du CPU, on voit que il est monté à 100%, carrément. Et ensuite, vu que c'est des cryptos, de plus en plus, les crypto-malwares, ils sont de plus en plus intelligents, ils vont faire baisser ton pros jusqu'à 75, 70, 75%. Et du coup, tu es sous les radars parce que même si tu as des solutions ou des produits de sécurité qui disent tiens, c'est bizarre, j'ai tel pros, il est à 95%, c'est souvent ces seuils-là. Mais 70%, ça arrive. Tu as des personnes au marketing ou des designers, ils lancent Photoshop ou ce type d'outils, ça prend de la ressource. Tu as des développeurs qui font du code et puis qui compilent, c'est énormément. Voilà, on est tout le temps au-dessous de 70 par pic pendant 1 minute, 2 minutes. Voilà. Et donc, du coup, eux, ils utilisent ça et ils sont du coup sous les radars.
on a cette fenêtre grise, cette pop-up au milieu qui est la détection, en fait, le rôle principal, c'est ce qu'il faut comprendre. Intel vPro, c'est cette petite pop-up. Ça lance des messages. Et donc là, on est alerté. On est alerté. Et puis, moi, j'ai lancé le crypto-malware. On est alerté. On voit que derrière, la machine, tant que je le lance à la main, elle tourne à bloc. Ensuite, elle descend à 75, 70, 80%. Et puis voilà, là, je suis dans un état, entre guillemets, stable, normal, de miner une crypto. Donc là, je le laisse tourner, c'est pas un souci. Et pourquoi pas, hein, si on peut le faire sur sa machine perso, on a le droit tout à fait de miner de la crypto. Voilà, donc ça, on voit que tant que je le laisse, eh bien, derrière, ça consomme, ça consomme, ça consomme. Bon, en entreprise, l'objectif, c'est quand même de sécuriser et de faire en sorte que ce type de mécanisme soit arrêté directement. Donc là, on a vu, je l'ai lancé, et puis là, je l'ai arrêté à la main, baisse directe du CPU. Elle est impressionnante la baisse, hein, quand on regarde. C'est voilà, Ouais. il a détecté, paf, on est redevenu à la normale. C'est fou ça. Ok. Ouais, c'est du tout ou rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais avancer un petit peu. Donc, à retenir, Intel vPro, il utilise un module qui s'appelle Intel TDT, Threat Detection Technology. La technologie vPro, technologie couche matérielle. On a à la fois un pros qui permet de comprendre ce qui se passe et un logiciel associé à ce pros de Intel qui permet de comprendre ce qui se passe et dans le hardware. Donc un logiciel dans le hardware, c'est un firmware. Donc on a bas niveau directement en fait cette boîte noire logicielle et matériel qui nous assure comme ça en fait la possibilité d'avoir cet outil de détection. Cet outil de détection, on l'a vu, il faut le retenir sur cette image de cette pop-up, lance des alertes rouges ou laisse passer quand tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème ou de hack ou de ransomware, crypto-malware, etc. L'outil firmware de ce logiciel de Intel laisse passer. En revanche, on a des alertes rouges en moins de 5, c'est même à la nanoseconde maintenant, des alertes rouges à des logiciels partenaires qui peuvent le comprendre, qui peuvent recevoir cette alerte rouge. Donc là, je vais rentrer rapidement. Ouais, je me permets, Ouais. justement, vous retrouvez dans la première vidéo, hein, ces partenaires et justement ces partenariats qui vous permettent donc du coup de bloquer, aussi de vous dire quelles sont les entrées, potentiellement les sorties. Donc clairement. Oui, tout à fait. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble des EDR. Donc, soit des EDR qui sont intégrés chez les constructeurs, soit des EDR qui sont des logiciels directement sur lesquels les DSI et RSSI peuvent contractualiser. Donc voilà, il y a plusieurs EDR qui sont associés en partenariat avec Intel. Et donc, bon là, c'est le Silence Optics de BlackBerry, par exemple, mais j'aurais pu en prendre un autre. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le configurer en lui disant, voilà, dès que tu reçois l'alerte rouge, t'arrêtes tout et tu me fais une réponse appropriée. Cette réponse appropriée, ça va être je vais tout stopper. Donc, je reconfigure, parce que là, c'était juste, bien évidemment, je l'avais arrêté pour montrer dans cette démo que continuellement, je pouvais avoir le CPU qui continue à faire du crypto. Voilà, je pouvais du coup, je me devais de le laisser tourner. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser rapidement. Donc, à l'échelle humaine, c'est trop rapide, mais on va le voir, on va pouvoir le décomposer. Je vais relancer. Donc, je mets à jour mon script, pas le script, mais je mets à jour le logiciel EDR. Je lui renvoie les infos. Et donc là, je vais relancer. Donc là, on est sur du bleu, du jaune, et en fait, on ne va pas avoir de violet. Vous voyez? Donc là, ce qu'on a, je peux peut-être revenir juste parce que j'étais en train de discuter. Ici, à ce niveau-là, j'ai relancé manuellement. Donc, je resimule l'attaque, j'ai relancé manuellement. Et là, en fait, auparavant, j'avais du violet, les cases violettes qui disent, voilà, le crypto est en cours de minage. Là, c'est la partie crypto est en cours de lancement. On voit derrière le pic, ici à droite, qui est juste le lancement d'un script. Le script de crypto se déclare, je suis un crypto malware, cher chipset, peux-tu me donner de la ressource CPU? Et la réponse, c'est alerte rouge, mon ami, non. Et donc voilà, donc en fait, directement ici, on revoit la pop-up, le signal de Intel, qu'on avait matérialisé comme ça. Et là, en fait, au moment où il se déclare, il veut commencer en fait à miner de la crypto, eh bien, tout de suite, il est bloqué par le DR, indépendamment de l'OS.
Donc ça, c'est important. L'OS est sécurisé, certes, mais bon, bah, des fois, on peut avoir des brèches. On peut passer par le matériel. Et donc, voilà, là, on utilise des EDR, des constructeurs, des OS ou des logiciels. Et tout de suite, ça chute parce que tout de suite, c'est arrêté. Donc là, la baisse, elle n'est pas immédiate, mais on a vu que ça coupait immédiatement. La baisse, c'est juste parce que bah, le CPU, il y a la partie graphique, les pop-up et puis les petits messages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, il y a certes cette pique, mais elle est quasiment transparente là pour l'utilisateur. C'est ça qui est intéressant, c'est que donc du coup, non seulement ça l'a bloqué, mais ça n'a pas bloqué l'utilisateur, ou en tout cas le matériel, et ça, c'est loin d'être négligeable. Merci pour cette démo, c'est super parlant, d'autant plus que ça impacte énormément d'entreprises, ce genre de possibilités, parce qu'on le sait très bien, hein, c'est que les malveillants, s'ils peuvent utiliser l'énergie, le temps, les gens, les données qui ne leur appartiennent pas, ils vont clairement s'en servir dans la joie et la bonne humeur. Thomas, alors très intéressant, d'ailleurs tu vas nous en faire une deuxième de démonstration, mais là quasiment, mais voilà, c'était une petite surprise, c'était pas prévu, mais c'est plutôt chouette parce que vous êtes nombreux là à demander des cas concrets. Mais tiens, là je viens de voir une question qui vient de m'apparaître. Plein de gens me disent, mais il est super ce monsieur, mais il vient d'où? C'est quoi ses études? Comment il a fait pour rentrer chez Intel? Sans trop en dire, hein, parce qu'il y a quand même sa vie privée, soyons très clairs. Mais comment on devient un spécialiste comme toi, Thomas? Oui, effectivement. Donc, bah, moi, après des études d'ingé en info, je me suis effectivement spécialisé dans tout ce qui était les infras, le cloud et la sécurité au niveau bah, de ces machines-là. Et puis ensuite, après, bah, là, maintenant, je passe sur les PC et les unités en fait, des collaborateurs, donc la machine en elle-même. Voilà, c'est effectivement une passion de l'IT, ça c'est très important. Savoir bien aussi travailler en réseau avec des partenaires, se créer en fait un microcosme avec les DSI, les RSSI qui du coup bah, me font confiance et nous font confiance sur les technos qu'on présente en toute neutralité. Je pense que c'est vraiment ça le but du jeu, c'est d'être assez neutre. Alors l'avantage pour Intel, bah, c'est partout, dans différents constructeurs, différentes marques, donc on n'est pas affilié à une marque précisément. Ça a été un gros point en fait de cette création de la confiance. Passionné d'IT, toujours en train de se recycler, toujours en train d'apprendre plein de choses. Et de ne avoir jamais connaître tout ce qui se passe dans le monde de l'IT. Et puis, bah, au fur et à mesure, c'est de savoir un petit peu expliquer. On a un lab, on essaie de créer des choses, des démos, d'évoluer dans cet environnement-là. Voilà, et puis donc, bah, ça fait plus de 15 ans dans l'IT et toujours voilà, un métier que j'apprécie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a eu la chance de pouvoir rencontrer pas mal de membres de l'équipe d'Intel. On a du geek, hein. On a clairement aussi, alors du professionnel, du diplômé, parce qu'il faut apprendre, mais on a du geek, on a des passionnés. Et ça, je pense aussi, c'est ce qui fait la force, hein. Voilà, l'envie, cette curiosité. Ne pas être curieux est un gros problème dans la vie de tous les jours, hein. En tout cas, ça, c'est quelque chose que je me suis tatoué sur mon bras fictif. Bon, on va revenir quand même un petit peu à la technologie, hein. Tu as une deuxième démo. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parlait de toutes ces protections. On a clairement ce fameux bouclier, un bouclier Intel, un ultra-core CPU, le V Pro. Voilà, on a vraiment clairement, hein, on peut contrôler aussi à distance son parc informatique, en tout cas protéger même celui qui ne voit pas cette protection. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Alors, c'est quoi ta deuxième démonstration? Explique-nous un petit peu. Alors, On est ultra curieux. alors, la deuxième démo, c'est bon, parce qu'il y a l'audience qui va peut-être te dire oui, mais bon, le collaborateur a cliqué, c'est de sa faute, il suffit maintenant quand même dans les entreprises de bien les éduquer. Donc ça, c'est très dur. 30 secondes, on rappelle quand même que plus de 80% des cyberattaques commencent par ce fameux clic que tout le monde ose dire « moi je ne clique pas ». Voilà, c'était juste en aparté, hein. Oui, et d'ailleurs pour répondre à ça, moi dans la vraie vie, moi je me fais avoir. Même si c'est entre guillemets mon métier, dans la vraie vie, je me fais avoir. C'est toujours de plus en plus intelligent. Ils te connaissent, ils te traquent sur tes réseaux, ils savent sur quoi à peu près tu aimes bien cliquer ou ce genre de choses. Ou même, c'est pas forcément que cliquer, on va le voir. Donc voilà, moi, oui, en toute transparence, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois dans la vie privée. Dans la vie pro, bah, mon but du jeu, c'est de faire en sorte de mettre dans des situations pour me faire avoir sur la machine. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est d'ailleurs la beauté de toute la partie cyber. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va simuler. Parce que là, on était sur, auparavant, le collaborateur, il est dans son environnement, il va cliquer, bah, malheureusement, il va être infecté et hacké. Là, on va, par exemple, initier, donc là, à la main, je vais lancer le hack, mais avant ce hack, par exemple, c'est des collaborateurs qui sont en déplacement, ils sont dans le train,
C'est des collaborateurs influents, par exemple, sur lesquels des pirates veulent avoir les données. Et les pirates vont être à côté, dans une foule, dans le train, à côté, au bar. Ils le connaissent, ils le suivent, ils le traquent. Ils ont, par exemple, déjà pu, il y a ça aussi, c'est qui est important, c'est déjà pu être un petit peu dans la société avec, par exemple, l'Active Directory. Ils ont pu sniffer pas mal de choses. Ça fait plusieurs mois, en fait, qu'ils sont là, en sous-jacent, mais ils sont là et ils évoluent et les hacks essayent au fur et à mesure de trouver des points faibles. Mais ils sont déjà dans le système ou dans le réseau. Donc, par exemple, dans le train, quelqu'un a sa souris avec son petit port USB qui n'est pas mis à jour. Et voilà, la personne se fait hacker à distance par des périphériques comme type des Flipper Zero, ces petits périphériques à distance qui peuvent en fait lancer des scripts directement sur la machine. Donc là, c'est le concept. Et puis là, pour le coup, ça ne se passe pas bien pour le collaborateur. Et l'objectif des hackers, ça aussi, c'est une grande tendance. C'est, tout à l'heure, c'était génial, on était protégé parce qu'on avait notre EDR et l'agent de l'EDR en local qui pouvait en fait répondre directement et puis arrêter le hack. Ce qui était un hack passif. Là, sur un hack intrusif, l'objectif des pirates et la grande tendance, c'est on va isoler la machine. On va isoler la machine au niveau de ses interfaces réseau. C'est juste ça, le but. Et là, du coup, là, on ne peut plus rien faire. Là, la machine, elle est complètement isolée. C'est complètement le trou noir au niveau des communications de secours. L'EDR, il va dire, tiens, j'ai une machine isolée, alerte rouge. D'accord, mais bon, le hack continue. Et du coup, souvent, les EDR, ils isolent complètement la machine. Après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour aider le collaborateur? Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc là, je vais le faire en live. Donc là, j'utilise mon outil pour me connecter à… Donc l'outil Intel et Mac, on a déjà, certainement avec Claude, vous avez certainement dû partager et voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à une machine à distance sur le lab voilà, je peux me mettre en plein écran. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simuler l'attaque du collaborateur. Donc là, on voit que là, ici, voilà, j'ai accès au web. Bon, là, je vais relancer la recherche, par exemple. Voilà. J'ai accès au web, je peux accéder. Voilà, ça tourne bien. Bon, voilà, etc. Malheureusement, soit parce que je me suis fait hacker à distance, physiquement, soit, effectivement, comme tout à l'heure, l'utilisateur va cliquer, on va avoir un hack au niveau du collaborateur et ce hack, par exemple, va simuler comme ça, de cette façon, voilà, bon, voilà, tu as été hacké, c'est pas de chance. C'est pas de chance et on va regarder maintenant, ici, j'ai pas accès. J'ai pas accès, j'ai plus accès. La machine est bien isolée du réseau. Alors là, je vais pouvoir, donc là, je reçois un appel certainement de mon collaborateur, au helpdesk, oh là là, je me suis fait hacker, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à mal tourner sur ma machine, j'ai accès à plus rien du tout, il n'y a aucune alerte de sécurité qui a été lancée parce que l'agent de l'EDR est complètement isolé, donc il fait ce qu'il a à faire en local, mais enfin, au vu de ses connaissances à l'instant T. Donc si c'est quelque chose de nouveau pour lesquels les hackers lancent ce hack, ils savent que l'agent, lui, il est un petit peu aveugle. Ça arrive. Et là, voilà, effectivement, j'ai une exception comme quoi je ne peux plus me connecter à la machine. Donc, l'illustration, c'est effectivement que je peux, moi, me connecter à la machine bas niveau avec les outils d'Intel. Et je vais pouvoir, donc là, je suis obligé de demander à un ami qui est sur le lab le code pour me connecter. Et une fois que j'aurai ce code, je vais pouvoir me connecter à la machine. Alors, là. Ok. C'est facile. Concrète, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des attaques ultra simples, mais qui peuvent être perturbantes comme celle-ci. Regardez ces fameux messages que vous pouvez avoir en entreprise. Mon Dieu, vous avez une cyberattaque, appelez ce numéro de téléphone. Ça pourrait déjà aussi vous protéger face à ce simple et basique, cette basique malveillance, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Je te laisse continuer. Exactement. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est que la question à poser, c'est mais comment tu fais, Thomas, pour te connecter à distance sur une machine qui est hors réseau? Dans l'OS, les interfaces ici qu'on voit sont totalement désactivées. Là, par exemple, tu vois, ici, je retourne sur le site du Monde. Hey Thomas, j'ai un petit peu de lag. Comment tu fais pour te connecter alors que tu es hors réseau? Oui, Damien, je vais répondre à cette question. Donc là, par exemple, si je reviens sur le site initialement, on va avoir, je ne suis pas connecté. L'utilisateur n'est pas connecté au web,
mais moi, à l'équipe technique et à l'équipe sécu, j'arrive à me connecter à mes machines. Et la machine, tu vois, ici, bon, moi, je suis pas dans le bureau du lab, c'est un réseau complètement extérieur. J'arrive à me connecter à distance à la machine. Alors, et puis d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais même pouvoir, alors attends, je vais peut-être même pas me mettre en full screen, je vais pouvoir relancer et appliquer un patch parce que j'ai des choses de sécurité en interne, hors réseau, voilà, que j'ai toujours, une sorte de boîte à outils que j'ai en local. Alors, pour se connecter à la machine, en fait, c'est typiquement la couche Intel Active Management Technology. Pour simplifier, vulgariser, il y a la technologie vPro associée au processeur et au firmware qui sont sur la machine dans le matériel. Ils sont tout à fait capables de gérer les cartes réseau, les accès réseau, Ethernet et Wi-Fi. Wi-Fi, c'est la grande distinction en fait pour la partie Intel. Et ils peuvent tout à fait gérer. Parce que par exemple, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu es dans le BIOS, que tu n'as pas d'OS lancé, tu peux accéder au web pour certains constructeurs. Ouais. Tu peux accéder au web. Donc là, c'est le même concept. Nous, on est encore en dessous, c'est sur la couche Intel au niveau vPro. Et le firmware, le pros et la carte mère sont compatibles au niveau de la techno vPro. Donc le hardware est compatible vPro. La carte réseau, tu l'auras compris, elle est bien Wake Online. Donc je peux la réveiller à distance. Elle écoute. Ça ne consomme pas beaucoup de batterie. C'est vraiment la carte mère est tout le temps allumée sur une machine. Tout le temps en veille, ça consomme peu. Je lui envoie moi un signal par mon applicatif ici, et ensuite après, ce que je peux faire, c'est me connecter en hardware, comme si je faisais un KVM sur un serveur, c'est à l'image. Je peux me connecter en hardware sur cette machine, et puis lancer mon script de remédiation. Donc c'est pour ça, c'est totalement indépendant de l'OS, totalement indépendant des outils de sécu qu'on connaît. Et moi, je peux utiliser mon kit et ensuite après, relancer en fait directement mon outil de remédiation. Donc voilà, c'est ce que je voulais illustrer. Et puis effectivement, tu vois. C'est super parlant là, parce que clairement, on pourrait se dire, oui, mais ça y est, ma machine est prise en otage, l'exemple. Ouais. Pas d'inquiétude, on peut, avec l'équipe, grâce justement à ce qui est proposé, avec l'Intel, avec vPro, eh bien, on est capable de revenir, c'est pour remonter le temps en fait. C'est ça qu'il faut. Et donc du coup, là, le pirate n'a plus qu'à s'y casser les dents. C'est impressionnant. C'est ça. C'est rassurant. On va dire que clairement, l'option, voilà, cette nouveauté est clairement rassurante pour une entreprise et pour l'interlocuteur à l'extérieur. Je pense, moi, aux commerciaux, je pense aux techniciens qui se disent « Oh, j'ai ma machine, elle ne répond plus au secours. » Eh ben voilà, le Saint-Bernard arrive. Il est déjà dans votre machine et en plus, il n'y a plus qu'à. Non, c'est vraiment très, très, très intéressant. En tout cas, merci pour cette démo parce que ça donne clairement une idée très concrète. C'est concrète de comment on peut se protéger. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de ce bouclier. On est clairement avec un bouclier, mais c'est pas qu'un bouclier parce qu'on a le chevalier qui est derrière du coup. C'est ça, exactement. Qui peut venir intervenir, qui peut venir et vous protéger et réparer. Bref, c'est multitâche. C'est impressionnant. En tout cas, merci. Merci Thomas. C'était vraiment passionnant. Ces deux démonstrations, ces explications, cette découverte encore d'une autre facette de ce que propose Intel avec vPro par exemple, et justement avec toutes ces nouveautés qui arrivent. Un énorme merci. Bon, je vais quand même aller te laisser travailler parce que je pense que tes journées sont bien longues et bien chargées. Tu as un petit mot de fin par exemple, tu aurais envie d'expliquer aux gens comment se cybersécuriser d'une manière un petit peu plus détendue, même s'il faut quand même tout le temps rester aux aguets, donc pas paranoïaque mais prudent. Oui, d'être tout le temps, essayer d'être tout le temps à jour de ce qui se passe. Donc ça, c'est un vrai métier. Déjà, c'est malheureusement du full-time. Donc, les personnes ne peuvent pas le faire. Donc, que ce soit la nuit ou le jour, tu es obligé d'être aux aguets. Voilà, donc après, choisir des solutions comme ce qu'on propose au niveau de la sécu hardware. La sécu hardware, c'est celle-ci. On est même avant le BIOS. Et en fait, voilà, premier point. Et deuxième point, de retenir que en fait, c'est neutre, c'est une technologie qui est accessible sur tous les types de constructeurs, compatible avec la plus grande majorité des logiciels qui proposent de l'EDR, etc., ou d'autres, et aussi même toute la partie Microsoft. De bien comprendre ça, c'est-à-dire que j'ai dans la techno vPro, de base, sans rien faire, juste à recevoir les commandes, sans rien configurer. Ça, c'est quand même assez fort. Ce logiciel-là, Intel TDT, qui est lié à l'intelligence artificielle et la connaissance de data, mise à jour lorsqu'on met à jour le BIOS, parce qu'on a souvent cette question-là. Mettez à jour vos BIOS,
troisième recommandation, vraiment, même si je sais, eh bien, souvent, pour mettre à jour le BIOS, les machines, elles sont distantes, il y a le mot de passe, c'est très long, ça perturbe le travail de mes collaborateurs, mais là, c'est essentiel. Vous pourriez accéder à distance au BIOS par l'Intelema, ça oui, c'est intéressant. Et voilà, donc en fait, c'est cette notion de bien comprendre cette couche, cette multicouche matérielle, et d'être prêt à avoir des ordinateurs qui sont sécurisés de base et prêts pour tout ce qui est ensuite après une forte stabilité, une bonne évolution en fait, de votre matériel. Merci Thomas. Bah écoute, que dire de plus? C'est d'une clarté totale. Les démonstrations étaient vraiment très très chouettes. Et du coup, tu me tends la perche. Dans la prochaine interview, petit secret, allez, petit teasing pour que vous reveniez après les vacances, après avoir bronzé sur le sable, vous bronzez où vous voulez après tout, hein. Eh bien, on viendra du côté constructeur. Ah oui, c'est intéressant de voir, parce que là, on a la partie des petits secrets de ceux qui ont la magie dans les doigts, mais il y a aussi ces constructeurs. Comment ils implémentent, comment c'est utilisé par leurs clients, comment ils proposent justement ce partenariat qui est loin d'être négligeable. Je vous en dis pas plus. On se dit là dans quelques semaines. Dans tous les cas, suivez sur les réseaux sociaux de Zatas, zatas.com, sur les réseaux sociaux Twitch et compagnie. Bref, Thomas, un énorme merci. Je te rends. Merci à toi. Il en a énormément de chance d'avoir de vrais professionnels qui en plus veulent bien partager leurs secrets. Un pur bonheur. En tout cas, je vous dis à très vite. Tchuss. Merci bien. Merci à toi.